Donc, bienvenue au mardi de la donnée de santé, ce troisième module sur les entrepôts de données de santé, cette fois intitulé Les humains derrière les entrepôts. L'idée étant de regarder ensemble finalement qu'est-ce qui fait équipe et qui sont les personnes dans cette équipe, comment on fait travailler tout cela et bien entendu avec le message principal qui est qu'un entrepôt de données de santé, ce n'est pas qu'un outil d'une certaine façon informatique, il y a bien des humains qui le font fonctionner et on va regarder comment. Occasion de rappeler qu'il y a des partenaires associés à ce module et ils sont présents aujourd'hui, donc je vais pouvoir juste faire le tour de table et donc de rappeler aussi que deux prochains modules auront lieu les mois suivants pour donc finaliser finalement l'ensemble de ce programme sur les entrepôts de données de santé et les prochains seront sur l'information et le consentement mais aussi sur la sensibilisation. Donc pour ce tour de table, je vais faire selon mon ordre de visibilité. Donc il y a d'abord Ben. Bonjour, Ben Braithwaite de la société Sanoya. On a l'énorme plaisir d'accompagner le Health Data Hub sur la création de ces modules de formation. Et en général, je l'associe sur le fait que tu es dans les autres modules toujours aussi présent, mais plutôt sur le côté modération. Merci beaucoup en tout cas d'être présent. Arthur, Bonjour à tous, donc je suis Arthur Dauphin, chargé de mission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui est une union d'associations de patients et d'usagers de la santé. merci. Marine, Bonjour à tous, Marine Lachevert, juriste au service de la santé de la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. merci beaucoup. Claude, Bonjour à tous, c'est toute Claude Gissot, donc je suis au ministère de la Santé, à la direction Recherche, Études, Évaluation et Statistiques, et j'accompagne la plateforme des données de santé sur ses formations citoyennes avec grand plaisir. merci. Et donc la nouvelle personne, Quentin. Bonjour à tous, Quentin Demanet, je représente la direction de la recherche clinique et de l'innovation de la PHP. Et à ce titre-là, je vous parlerai d'un EDS en vrai, entre guillemets, puisqu'on vous parlera de l'utilisation de l'EDS à la PHP. Merci beaucoup. Donc, ça me permet aussi de me présenter. Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne au sein du S Data Hub. Vous avez aussi sur la slide présente l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce module, d'ailleurs des précédents aussi, puisque cela s'est fait dans le cadre d'une concertation sur la place des usagers dans les entrepôts de données de santé, concertation menée avec France Assos Santé, donc Arthur ici présent. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce module. Et je crois que c'est toi, Arthur, qui prends la main. Tout à fait, merci. Euh, donc effectivement, on va retracer comme on le fait habituellement dans le cadre des mardis de la donnée de santé, le sujet, donc entrepôt de données de santé, à travers du coup le parcours et le suivi. Donc, il faut rappeler en introduction qu'un entrepôt de données de santé, ça doit être un projet vraiment fédérateur, parce qu'il faut que ce soit un espace de collaboration active et important entre toutes les parties prenantes au sein de l'établissement ou des autres porteurs de l'entrepôt, et qui doit garantir du coup par sa composition l'ouverture à des porteurs de projets aussi externes. Et c'est ça qu'on va du coup explorer aujourd'hui, comment la composition du coup des équipes de l'entrepôt va permettre de faire sur les slides suivantes. Vous allez voir donc ça sur le plan. Et donc en effet, comment on passe de un projet mené par quelques personnes finalement à une idée finalement à l'origine, à un projet qui est beaucoup plus multidisciplinaire et qui réunit tout le monde. Alors, comme on le fait d'habitude, on va repartir du coup. On a toujours le docteur Paul qui suit avec nous, on va dire, les modules de formation sur les entrepôts de données de santé. Donc à la base, le docteur Paul, il est praticien, il est chercheur. Il a eu du coup cette idée à l'initiative du coup de la création de l'entrepôt de données de santé au sein de son CHU. Donc on a pu rencontrer un peu pourquoi il avait eu cette idée à l'origine. Il a posé les bases avec quelques collègues justement de ce que ça allait devenir, mais c'est pas suffisant d'être tout seul et d'avoir du coup cette idée. Il faut passer du besoin d'avoir un entrepôt de données de santé du besoin de faire de la recherche, d'exploiter ces données, à une configuration qui est plus pérenne, plus complète, plus projet et qui va engager du coup l'ensemble de l'établissement. C'est ce qu'on va voir du coup sur cette slide que vous voyez qui résume un petit peu tout, qui va un petit peu vous spoiler, vous divulgacher finalement ce qu'on va se raconter. Mais évidemment, on a besoin de nombreuses expertises parce que le docteur Paul tout seul, il ne suffit pas. Donc il faut de l'expertise médicale, il faut de l'expertise éthique, des compétences méthodologiques, juridiques, administratives, informatiques, pour qu'évidemment tout ça puisse bien fonctionner. Et donc on va
voir aujourd'hui comment l'ensemble de ces compétences et donc de ces personnes, de ces humains qui sont derrière les entrepôts de données de santé, sont mobilisés lors de la conception, construction, maintien et utilisation de l'entrepôt de données de santé. Je crois que c'est à toi, Quentin. Pardon, ce sera quand même plus simple si j'enclenche mon micro. On passe à la première partie, du coup, où trouver les membres de son équipe. Pour réussir à mettre en place un ODS et valoriser son ODS, comme l'indiquait juste avant, c'est vraiment un travail d'équipe. Et pour mettre l'ensemble des compétences autour de la table, c'est un projet qui est mis en œuvre sur des données de soins, mais avec à la fois des médecins du département d'information médicale, des médecins spécialistes et des médecins qui ont l'expérience de la recherche. C'est donc un fonctionnement qui se trouve véritablement à la liaison, en tout cas, de plusieurs acteurs et qui fédère autour de lui des équipes pluridisciplinaires. Et c'est vraiment ce qui est à retenir. Les médecins du DIM, notamment, ils vont pouvoir savoir où sont les données, où est-ce qu'elles sont enregistrées, à quel endroit. Ils vont pouvoir ainsi participer à l'identification plus précise des données. Celle du système d'information ou système informatique, les départements d'informatique plus généralement, ils vont savoir comment sont structurés et comment intégrer l'EDS au sein de l'établissement et au sein de l'ensemble de l'architecture de la structure et du système d'information de l'établissement. Les bioinformaticiens, de leur côté, ils vont à la fois permettre de savoir comment est stocker, mais aussi réutiliser les données. Ils ont un rôle évidemment très fort, puisque c'est eux qui vont pouvoir permettre aussi de mettre en avant les données qui sont comparables et qui peuvent être, du coup, bien évidemment, étudiées ensemble. Et puis, bien évidemment, d'un point de vue informatique, il y a le responsable de la sécurité des systèmes d'info qui va évaluer les mesures informatiques en termes de sécurité des données et assurer véritablement un accès qui soit réglementé. Il y a une équipe méthodologique. Cette équipe méthodologique, celle qui va assurer que dans l'EDS, les données qui sont collectées pourront être réutilisées. Elles pourront être réutilisées puisqu'elles sont structurées d'une manière qui permet à chacun de pouvoir, bien évidemment, la traiter et la traiter selon de bonnes conditions. Dans ce cadre-là, on va distinguer l'unité de biostatistique, qui est c'est l'équivalent au sein des CHU, qui ressemble à la fois des médecins méthodologistes, des statisticiens, qui trouvent finalement dans les données structurées la manière la plus logique, la plus propre d'analyser, de stocker et d'analyser les données de l'EDS. À ce titre-là, ils vont pouvoir aussi identifier les bons outils à intégrer dans l'EDS afin de réaliser ces analyses. Et de l'autre côté, on va trouver les médecins plus expérimentés en recherche clinique pure, qui, eux, vont pouvoir confirmer la pertinence des données qui sont utilisées et des analyses en recherche clinique. Véritablement, ce troisième pilier des méthodologistes est indispensable pour amener à un projet de recherche sur le DS. Mais ce ne sont pas les seuls, puisqu'il y a aussi évidemment les administratifs, toute la partie de l'équipe administrative qui comprend à la fois la direction générale, qui est impliquée dans l'arbitrage et les décisions stratégiques du projet, mais aussi la direction des finances et du contrôle de gestion, puisque derrière l'utilisation et l'administration des données de santé, il y aura des coûts. Il y a des postes envisagés, évidemment. On parlait des data juste avant ou des biostatisticiens. Et ben dans ce cadre-là, ça a des coûts. Et puis l'entrepôt lui-même, en termes de maintenance, en termes d'entretien, en termes de développement, il va falloir aussi répercuter ces coûts. Et il y a des représentants ensuite des différents services et des départements qui vont faciliter la coordination finalement collective euh, des actions. Et on en a souvent parlé dans le cadre, et Marine est présente pour cela, il y a aussi tout un aspect juridique et l'équipe de l'EDS, c'est évidemment aussi une équipe qui se met en conformité d'un point de vue juridique. Je pense que Marine, c'est à toi sur cette slide. Effectivement, merci. Sur ce point, et sur l'aspect juridique, le référentiel de la CNIL va poser les principaux éléments, du cadre réglementaire applicable au projet d'EDS et hem et pour pouvoir respecter ces exigences, il faudra notamment impliquer donc, des juristes de la direction des affaires juridiques. Par exemple, pour, valider le contenu des documents d'information ou encore pour s'assurer de la mise en place de mesures qui vont permettre l'exercice des droits des usagers, euh, d'impliquer des personnes qui sont capables de rédiger des documents d'information requis ou encore d'impliquer le délégué à la protection des données qui est vraiment une personne centrale dans le projet d'EDS dès sa conception et tout au long de la mise en œuvre de l'entrepôt de données de santé.
Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect juridique. L'idée, c'est vraiment un travail en transversalité. Et il faudra également donc solliciter des compétences éthiques où le cadre réglementaire également exige une gouvernance équilibrée pour vraiment vérifier le respect des finalités poursuivies par l'entrepôt de données de santé et une réutilisation éthique des données. Sur ce point, le référentiel de la CNIL va prévoir la mise en place de 2 comités. On va dire un comité de pilotage qui va déterminer les orientations stratégiques et scientifiques de l'entrepôt, mais également un comité scientifique et éthique qui, lui, va rendre un avis sur les propositions de projets qui vont réutiliser les données de l'entrepôt. On retrouvera plusieurs personnes avec des compétences différentes dans ces comités et surtout dans ce dernier comité scientifique et éthique. Par exemple, une personne impliquée dans l'éthique en santé, une personne indépendante du responsable de traitement ou encore un représentant des usagers ou d'une association de patients qui est vraiment important parce que ce sont notamment eux dont les données seront réutilisées. Donc là, sur la slide, on voit bien toutes les compétences qui gravitent autour de l'entrepôt de données de santé. Il faut bien préciser qu'on est vraiment sur un travail collaboratif entre ces différentes compétences qui vont vraiment devoir travailler en transversalité. Donc une fois qu'on a vu vraiment toutes ces compétences-là qui travaillent autour de l'entrepôt de données de santé, il faudra vraiment les mobiliser pour déterminer le cadre juridique applicable à l'entrepôt de données de santé. Sur ce point, il y a 3 possibilités. Soit le responsable de traitement va pouvoir obtenir le consentement des personnes pour le versement de leurs données au sein de l'entrepôt de données de santé. Dans ces cas-là, s'il y a le consentement, il n'y aura pas besoin d'effectuer une formalité ou d'accomplir une démarche auprès de la CNIL. En revanche, s'il n'est pas possible d'obtenir le consentement des personnes, là, le responsable de traitement devra se référer au référentiel entrepôt de données de santé. Et s'il est conforme en tout point à ce référentiel-là, il aura simplement à faire une déclaration de conformité sur le site internet de la CNIL. Donc l'idée de la déclaration de conformité et du référentiel entrepôt, c'est surtout de simplifier les démarches des organismes. Et à défaut, s'il n'est pas possible d'avoir le consentement des personnes ou alors d'effectuer une déclaration de conformité au référentiel, le responsable de traitement devra faire une autorisation auprès de la CNIL. Une fois que les formalités ont été accomplies, si elles sont nécessaires, l'équipe EDS pourra commencer à créer son entrepôt de données de santé en mobilisant les ressources pour l'exécution du projet. Sur ce point-là, il sera bien nécessaire de vraiment distinguer la phase de création et d'entretien de l'entrepôt de données de santé des différentes utilisations des données au sein de l'EDS qui vont être effectuées. Et donc là, dans la partie suivante, on va découvrir comment ces compétences s'organisent dans l'entretien et le développement de l'entrepôt de données de santé. En effet, comme l'a dit Marine, finalement, il y a une structure, une gouvernance de l'EDS qui s'articule autour de 2 comités. Le comité de pilotage, d'une part, qui va plutôt s'organiser et se mettre en œuvre pour structurer l'organisation de l'entrepôt lui-même, assurer les arbitrages concernant la réalisation des objectifs, tenir une liste exhaustive des données qui se trouvent dans l'entrepôt et donc les mettre aussi en visibilité. Et d'autre part, plutôt le comité scientifique et éthique qui, lui, va autoriser, va étudier les projets un par un, qui vont être menés sur les données de l'entrepôt. Mais en pratique, il y a souvent une troisième structure, un troisième comité qui est plus opérationnel, qui est nécessaire pour accompagner les utilisateurs et pouvoir coordonner l'ensemble des actions opérationnelles sur l'entrepôt de données santé. C'est ce qu'on appelle généralement le comité opérationnel ou le comité utilisateur, qui vient finalement se mettre à la jonction des 2 éléments et qui vient apporter une parfaite réalisation entre l'un et l'autre. Peut-être prenons l'exemple du CHU de Rouen et essayons de regarder de plus près qui se trouve dans ces différents comités. Le comité stratégique, on l'a dit, son rôle, c'est de déterminer les orientations stratégiques et scientifiques. Dans ce cadre-là, on y retrouve à la fois les représentants des connaissances scientifiques et médicales, on en a dit tout à l'heure, les médecins spécialistes, les médecins de la direction de la recherche clinique et de l'innovation, souvent le pôle de santé publique, mais on y retrouve aussi les autres acteurs locaux, la direction générale, la commission médicale d'établissement, sa sous-commission généralement numérique, le président de l'université, le président du CRBSP, des connaissances techniques. On a
tout à l'heure souligné l'importance des informaticiens et des médecins du DIM, le département d'informatique et de la DSI, et puis des compétences juridiques. Dans le comité scientifique et éthique, si je vais à l'autre bout du spectre, on trouve à la fois ces connaissances scientifiques et médicales, mais aussi des experts en statistiques et en méthodologie, les informaticiens, les médecins et statisticiens, l'unité de biostatistique, c'est eux qui vont dire que les données qui sont prévues pour l'étude de tel ou tel projet sont bien les données nécessaires et suffisantes pour la réalisation. On va y retrouver des connaissances réglementaires avec de manière stricte un représentant de la déléguée du délégué à la protection des données, des compétences juridiques et des connaissances en éthique. Ce sont des personnes dont il est indiqué dans le référentiel CNIL des EDS que ce sont des compétences obligatoires dans ce CSE, comité scientifique et éthique. Et puis vous voyez dans le comité opérationnel, lui, pour coordonner l'entretien et les actions opérationnelles sur le DS, on va retrouver une partie des acteurs de l'un et de l'autre, mais surtout de l'expertise en statistique et en méthodologie, ainsi que de l'expertise technique qui va nous permettre finalement de voir que les données telles qu'on souhaite les mettre en œuvre peuvent être bien évidemment réalisées. Sur la slide suivante, on va prendre un exemple de comment s'organisent finalement les éléments, puisqu'on l'a indiqué, le DS, c'est quand même un objet qui vit. C'est un objet qui a vocation évidemment à évoluer dans le temps, et c'est constamment vivant, en constante évolution, avec finalement un apprentissage par l'usage. Et dans ce cadre-là, on peut partir finalement des usagers, des praticiens, des personnels techniques, qui s'ils identifient un problématique au sujet de l'EDS vont plutôt s'adresser au comité opérationnel qui va mener la première analyse et qui va permettre ensuite d'orienter, soit d'une part vers le comité stratégique, sur la slide suivante, s'il y a des propositions qui doivent être soumises à un arbitrage, et c'est pour ça que dans les représentants du comité stratégique, on trouve des acteurs notamment représentant la direction générale, soit finalement, si les questions sont plutôt d'ordre technique, à un comité opérationnel qui va mettre en place un groupe de travail plus technique pour répondre aux questions qui sont posées. Et attention, quand il y a des solutions qui requièrent une organisation inter-établissement, le comité stratégique seul, il est plus à même de piloter les éléments et il va pouvoir assurer la prise de décision sur les différentes propositions qui lui ont été faites. Finalement, vraiment, de bout en bout, c'est un projet vivant que cette EDS qui apprend aussi en marchant et qui apprend par l'usage. C'est pour ça que ce cheminement, finalement, de j'ai une question, je vais la poser au comité opérationnel et ça va me permettre de mettre en œuvre est extrêmement importante puisqu'il n'y a pas quelque chose de figé. Les questions, qu'elles soient d'ordre technique avec les évolutions que l'on connaît ou d'ordre plus stratégique, plus d'organisation entre les établissements, elles importent. Les acteurs, ils s'organisent finalement toujours pour faire évoluer l'EDS et peut-être qu'on peut revenir là-dessus sur les évolutions finalement dont on parle. Les évolutions, c'est finalement au niveau des EDS des modifications constantes pour améliorer celui-ci. Et finalement, pour améliorer celui-ci, on peut repartir de notre exemple du docteur Paul qui aimerait par exemple un outil qui lui permette de mener au sein de l'EDS des analyses graphiques plus facilement. Bah, ça, c'est une évolution qu'il va soumettre évidemment au comité opérationnel et on va voir comment, d'un point de vue technique, on peut apporter au sein des outils utilisés dans l'EDS, au sein de la restitution de l'analyse dans l'EDS, un certain nombre d'éléments. Mais il peut y avoir aussi des outils pour l'EDS lui-même et des outils de recherche de données qui veulent apporter des nouvelles fonctionnalités. Bah, ça, c'est une évolution. Et à la PHP, pour faire un parallèle, on a toute une équipe finalement qu'on appelle Data Science qui elle-même structure des ingénieurs qui permettent d'améliorer constamment la structuration de l'EDS, la structuration de nos données, et du coup derrière la réponse que l'on apporte aux questions des médecins, que ce soit en termes de rapidité, de mise à disposition, etc. Et puis après, il y a toute la partie également de logiciels complémentaires qui pourraient permettre d'extraire, par exemple, dans des documents numérisés, ce qu'on appelle un traitement automatique du langage, un certain nombre d'éléments pour les remettre à disposition et les mettre à disposition en termes de données. Et ben, toute cette partie-là, c'est une évolution qui est aussi possible de l'EDS et c'est finalement des tâches d'amélioration continue, d'optimisation qui sont en œuvre. Et c'est ça qu'on appelle évolution et qui sont souvent à l'initiative ou qui passent par le comité opérationnel qui cherche à mieux répondre aux différentes questions des utilisateurs. Et la question qui peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi on sépare les comités sur la slide juste précédente.
On sépare les comités parce que finalement, le rôle de chacun, s'il est complémentaire, il n'est pas tout à fait le même. Le comité stratégique, il doit avoir finalement de la hauteur sur ce qu'est l'entrepôt et quelle direction il donne à l'entrepôt. À la PHP, par exemple, le comité stratégique, c'est lui qui va pouvoir prioriser les données qui vont être intégrées dans l'entrepôt. C'est-à-dire qu'il y a une discussion avec l'ensemble des acteurs qui disent, bah, dans le circuit d'intégration des données de notre DPI vers l'entrepôt de données de santé, notre dossier patient informatisé, eh ben, la priorité, ça va être d'intégrer telle ou telle donnée. Pourquoi? Parce que derrière, ça fait partie d'une stratégie de recherche qui seront menées ensuite sur telle et telle donnée. Ça, c'est vraiment au niveau du comité stratégique, c'est lui qui donne la direction. Le comité scientifique et éthique, lui, il prend déjà les données qui sont présentes et il vérifie plutôt que le projet de recherche qui est mené, il peut bien se faire sur ces données-là et il n'utilise que les données qui sont nécessaires. Donc finalement, c'est un rôle véritablement complémentaire, mais pas de décision de l'orientation de l'entrepôt, mais plutôt de bonne réalisation du projet. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le comité opérationnel, il est vraiment à la liaison des deux, puisque c'est lui qui constamment améliore l'utilisation, le recours à l'entrepôt et qui est en liaison directe avec les acteurs. Sur la partie suivante, on va essayer de pouvoir illustrer finalement comment on met en œuvre un projet de recherche sur les EDS et comment les acteurs y sont accompagnés. Parce qu'en effet, je l'ai dit, c'est un projet vivant, c'est un projet sur lequel, dans tous les cas, on doit être accompagné, puisque la donnée, il faut qu'elle soit interprétée, il faut qu'elle soit bien expliquée, et la structuration des données, c'est pas évidemment quelque chose que l'on peut faire seul dans son coin, au risque de faire des erreurs. Donc véritablement, dans la mise en œuvre d'un projet de recherche sur les données de l'EDS, on est constamment accompagné et on peut faire appel à des experts au niveau du CHU qui vont nous aider à appuyer, à structurer notre question de recherche et derrière, évidemment, la manière dont on va pouvoir la réaliser. Je l'ai dit, le projet de recherche, il est validé. Il doit être validé. On doit avoir un accord systématiquement par le comité scientifique et éthique. Mais même dans la structuration, l'étape finalement avant d'arriver au comité scientifique et éthique, il y a un accompagnement qui est possible et sur lequel il est absolument nécessaire de faire appel à l'ensemble des expertises. Au niveau de la PHP, par exemple, il y a de l'expertise au niveau des unités de recherche clinique, mais aussi des référents, des coordonnateurs EDS au sein de chacun des établissements qui doivent être les points d'entrée pour la matérialisation et la structuration d'une question que se poserait un acteur sur les données de l'EDS. Voyons finalement à présent comment un projet est construit, validé et exécuté en pratique, ce qui va permettre d'illustrer l'ensemble des éléments que j'ai pu expliquer jusque-là. On a un médecin ou une équipe interne qui a une idée de projet qui pourrait être menée avec les données de l'EDS. Elle pourrait être menée avec les données de l'EDS, puisqu'on a mis en visibilité les données qui se trouvaient dans l'EDS. Et finalement, le premier élément, c'est de vérifier que ces données-là sont robustes et que les analyses que l'on voudra mener sur ces données sont possibles. Dans ce cadre-là, le porteur de projet il doit décrire son projet, sa méthodologie, et fournir une justification scientifique et éthique du projet, notamment justifiant que les données dont il a besoin, ce sont celles-là et juste celles-là, et que dans ce cadre-là, du coup, son projet, éthiquement, il a euh, évidemment sa place. L'équipe du projet peut échanger avec les différents experts désignés par le CSE. Je vous ai parlé des référents scientifiques et éthiques qui vont accompagner finalement dans la conception et la construction des projets. C'est-à-dire qu'il faut passer par un certain nombre de questions et une grille finalement d'évaluation au niveau de la PHP, de la structuration de son projet pour s'assurer qu'on est passé par tous les questionnements, tous ces points de passage obligés qui nous permettent de vérifier que les données sont disponibles, de vérifier que la méthodologie qu'on met en œuvre est cohérente et de pouvoir finalement aller sur l'étape suivante qui est le dépôt du projet devant le CSE. Le processus de soumission, juste avant du projet de recherche, il se fait souvent par des règles d'accès qui sont précisées. Au sein de la PHP, vous pouvez les retrouver au niveau du lien et du document qui vous sera remis. Et en fait, on a un site dédié à l'EDS de la PHP pour pouvoir décrire d'une part les données qui sont disponibles et le calendrier d'intégration des données, mais pour pouvoir également préciser les règles d'accès de l'EDS de la PHP, à la fois pour les personnels internes et pour les personnels extérieurs. Et une fois que le dossier il est soumis, le dossier il est soumis à travers le remplissage d'une grille qui systématiquement passe devant un référent EDS.
Le dossier, il va être ensuite donc soumis au comité scientifique et éthique qui va se mobiliser pour identifier des rapporteurs au projet. Et ces rapporteurs au projet vont vérifier la validité scientifique du projet, proposer un rapport et ce rapport, il va être discuté au sein d'une séance du comité scientifique et éthique avec plusieurs autres interlocuteurs pour que ce soit vraiment une décision collégiale qui soit donnée sur l'avis éthique et scientifique du projet. On s'assure ainsi à la fois qu'il réponde bien évidemment à l'ensemble des critères réglementaires, mais on cherche aussi à bien montrer, et je l'ai souligné à plusieurs reprises, la minimisation des données qui sont utilisées. On ne doit utiliser que les données nécessaires et strictement nécessaires au projet de recherche. Donc le CSE, c'est véritablement l'organe qui va acter à partir d'un projet qui a été construit avec les acteurs que le projet il peut bien être mené. Et souvent, en réalité, le CSE, c'est aussi un organe qui va poser et creuser un certain nombre de questions pour avoir l'ensemble des éléments précis du projet. C'est souvent des allers-retours qui se font et le CSE donne ensuite un avis, un accord pour l'autorisation du projet. Une fois l'avis positif retenu, le porteur de projet doit réaliser l'ensemble des formalités administratives auprès de la CNIL, soit la conformité à une méthodologie de référence. Dans ce cadre-là, comme le disait Marine, il fait seulement une déclaration, soit sinon il fait une demande d'autorisation du projet, si ce n'est pas conforme à une méthodologie de référence. Et dans ce cadre-là, il doit bien évidemment attendre l'autorisation du projet avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Ce n'est véritablement qu'une fois ces étapes terminées que le projet peut commencer. Et on parle de projet qui commence quand finalement les données sont mises à disposition du porteur. Une fois l'avis positif obtenu, les formalités administratives réalisées auprès de la CNIL, la déclaration de conformité ou l'autorisation, le porteur il entre en contact avec les experts des différents départements d'informatique et d'information médicale pour qu'on lui crée un espace projet au sein de l'entrepôt de données de santé où ne seront mises que les données strictement nécessaires et identifiées dans l'autorisation de son projet. Et dans cet espace, on va aussi lui mettre en place les outils, notamment de visualisation que demandait le docteur Paul dans notre exemple précédent, pour pouvoir mener les analyses. Donc, il y a véritablement une phase de construction du projet, une phase d'acceptation du projet par le CSE et de remplissage des ensembles des formalités administratives. Et après, il y a une phase de mise à disposition des données au sein d'un espace projet, un espace projet qui est réalisé par le département, les SI de gestion de l'entrepôt. Et puis après, les médecins et informaticiens du département d'information médicale, ils vont superviser l'extraction et l'organisation des données au sein de cet espace. Cet espace, il est à la fois isolé et sécurisé. Au sein de la PHP, c'est un espace qui se trouve au sein de la plateforme de données massives et c'est un espace qu'on appelle Jupyter parce que c'est le nom du logiciel qui roule derrière, sur lequel, du coup, on met les données pour un temps T, qui est le temps du projet, et sur lequel on met l'ensemble des outils d'analyse de données nécessaires à l'exploitation de ces données. Donc, finalement, en termes d'instruction, pour le porteur de projet, c'est l'accès sécurisé à cet espace projet, qu'on appelle l'espace Jupyter de son projet, qui est véritablement le point de démarrage de la capacité d'analyse, de réalisation et d'analyse de son projet de recherche. Et s'il a besoin d'aide en termes d'utilisation de l'espace, des experts à mobiliser ou même de compréhension des différentes données, il peut à chaque fois solliciter les experts. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est à la fois un projet vivant et un projet d'aller-retour, puisque quand on rajoute une donnée, typiquement s'il a demandé 10 données, peut-être que les 10 données ne sont pas intégrées d'un coup, peut-être qu'on va commencer par en intégrer 5, puis 5, pour lui permettre petit à petit d'avoir la mise en œuvre du projet. Et donc dans ce cadre-là, bien évidemment, il y a des allers-retours qui peuvent se faire avec les experts. Si on reprend l'exemple du docteur Paul, il a une consultation pardon, avec une patiente et il se rappelle que d'autres patients avaient des résultats biologiques similaires à sa première personne, à sa première patiente. Et donc, il peut s'interroger à savoir s'il y a des points communs dans les autres examens, dont l'imagerie ou les historiques médicaux de ces autres patients. Mais il peut aussi répondre à d'autres questions en termes de qualité de service. Il peut se demander si véritablement les patients doivent tous passer un IRM en complément de radio, s'ils peuvent le faire dans une même journée, etc. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le cadre de l'EDS, le CHU il dispose d'outils et de personnel compétent pour donner accès aux données et traiter les problématiques internes, et que finalement, un projet, il va continuer
à répondre à un objet de recherche, mais aussi derrière un objet de pilotage. Et l'EDS, c'est pas seulement des projets de recherche, c'est aussi une autre possibilité, l'amélioration de l'organisation, de la structuration du parcours patient à travers l'étude des différentes données qui s'y trouvent. C'est une deuxième possibilité d'utilisation de l'EDS en interne qui est absolument nécessaire et extrêmement importante puisqu'elle va guider le pilotage stratégique du CHU. Merci beaucoup Quentin pour la présentation de toute cette partie-là. Et pour terminer du coup sur notre présentation aujourd'hui, parce qu'on a dit qu'il il y avait des équipes avec des compétences informatiques, médicales, juridiques, etc. Puis on a aussi évoqué le fait qu'il y avait des usagers qui pouvaient participer, des patients, donc dans tout ça. Donc un petit focus sur cette partie-là, puisque effectivement, on l'a dit dans les fameux CSE, comités scientifiques et éthiques qui vont approuver cette demande d'accès aux données. Il y a, c'était tout à l'heure dit aussi, des représentants d'usagers ou d'associations de patients qui sont intégrés. Donc justement, c'est une extension, on va dire, du rôle du patient. Vous avez des représentants des usagers aujourd'hui dans les établissements de santé, dans les caisses de sécurité sociale, à différents endroits. Et qui cherchent du coup à améliorer la qualité des soins, etc. Et donc, ils ont leur place aussi dans ces entrepôts de données de santé, dont c'est aussi l'objectif, en contribuant du coup à la recherche. Donc, finalement, ce rôle des représentants d'usagers sur la slide suivante, pour vous en toucher quelques mots, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le sujet lors de cette fameuse concertation que Caroline évoquait, qui s'était déroulée l'an dernier, et bien du coup, ils vont pouvoir contribuer à côté finalement des autres experts qu'on a pu un petit peu décrire dans ce comité scientifique et éthique pour cette évaluation des projets qui vont utiliser les données de santé. Alors, qu'est-ce qu'il leur est demandé finalement? Parce que eux, ce ne sont pas des experts scientifiques, ce ne sont pas des experts non plus forcément éthiques ou juridiques, mais par contre, ce sont des experts des parcours patients et du vécu en tant qu'usagers. Et donc, leur contribution, elle va surtout porter sur la clarté du projet, est-ce que c'est bien compréhensible, est-ce que ça va bien bénéficier aux patients, parce qu'on parle de projets d'intérêt public, et puis aussi éventuellement de contribuer à la relecture de documents d'information des patients, parce que ça aussi, ça fait partie de ce que les représentants des usagers peuvent apporter pour améliorer du coup le service rendu par ces entrepôts de données de santé dans le respect du coup des droits, etc., des usagers. Alors, vous pourrez retrouver une fiche mission sur laquelle on a détaillé tout ça, qui est accessible en ligne si vous cherchez sur Internet, sur les sites de France Santé ou du F-Data Hub, et ça conclura du coup ce petit focus en fin du coup de présentation. Donc, moi, Oui, je vais peut-être faire un petit tour rapidement sur les quelques points et puis ensuite on va embrayer avec Claude qui vous remettra tout ça dans son contexte un petit peu plus global. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir d'aujourd'hui? En deux, trois messages clés. Ben, les EDS, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. C'est quelque chose qui nécessite une équipe avec un ensemble d'acteurs aux compétences transversales. Toutes ces compétences sont réunies sous la forme de comités, à minima deux, à savoir un comité de pilotage ou stratégique et un comité éthique et scientifique. Le premier qui guide la stratégie et l'évolution de l'EDS, et le deuxième qui permet la mise en place la mise en place de projets d'utilisation dans un cadre éthique et réglementaire sûr. Vraisemblablement, il y a le troisième comité qui est plus opérationnel, qui permet d'accompagner les utilisateurs. Et comme on a vu, en fait, tous ces comités regroupent toutes ces compétences qui sont issues des services techniques, administratifs et médicaux des établissements qui mettent en place des EDS. Et ça implique également une participation active des usagers qui est tout à fait primordiale, notamment d'un point de vue éthique pour évaluer les projets d'utilisation des EDS et en termes de clarté et de pertinence pour les maladies visées. Pour savoir que toutes les notices d'information et toutes les informations, tous les projets soient le plus compréhensibles et utiles possible. Peut-être que Claude pourra reposer ça dans son contexte maintenant. merci beaucoup. Juste pour dire que, évidemment, toutes ces actions qu'on vous a décrites par le menu et de manière très détaillée, et merci parce que ça donne un élément concret à la réalisation, c'est inscrit dans une politique, évidemment, sur la donnée de santé, sur sa réutilisation, c'est-à-dire que les données qui ont été recueillies par le soin sont utilisées pour faire de la recherche, mais aussi pour optimiser les parcours et optimiser l'activité et l'organisation des établissements. C'est très important, comme l'a souligné Quentin tout à l'heure. Et tout ça nécessite évidemment un équilibre entre l'utilisation de la donnée, la réutilisation et ses usages, la question de la protection des données, il y a des questions sur la sécurité, et c'est évident, on a plusieurs fois dit, les projets sont réalisés dans des environnements sécurisés, et il y a des référentiels de sécurité qui sont appliqués et qui sont respectés. Et il y a des contrôles qui peuvent être évidemment diligentés pour vérifier tout ça. Et troisième, évidemment, il y a l'équilibre sur la participation des citoyens qui doit, parce que quelque part, tout ça, c'est fait
pour les besoins des citoyens. Et évidemment, derrière, il y a des sujets qui sont évoqués dans les questions qui sont travaillés aujourd'hui dans le cadre du comité stratégique de notre santé que pilote le ministère autour de comment financer tout ça, parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de moyens derrière, comment organiser ça pour que ce soit le plus utile et le plus opérationnel possible, comment faire pour que évidemment l'équilibre que j'ai indiqué soit respecté. Donc tout ça ce sont des discussions qui sont au niveau évidemment des ministères et de l'ensemble des acteurs, mais on l'envoie la traduction opérationnelle dans l'exemple qui est donné là, et c'est ça qui est intéressant de montrer comment après ça s'applique sur le terrain. Merci beaucoup à tous pour cet exposé. On va pouvoir répondre aux questions. Certaines s'adressent particulièrement à la PHP. Donc, je vois combien a-t-il de projets EDS à la PHP? La PHP a-t-il un financement important pour les EDS et à long terme? Il y en a peut-être d'autres questions pour la PHP. Les patients ont-ils accès à leurs données dans l'EDS? Ont-ils un espace dédié pour se connecter et visualiser les données? Est-ce que tu peux déjà peut-être, Quentin, répondre à Bien ces... sûr. En termes de nombre de projets, je vais vous donner les chiffres de fin 2023, mais notre ODS côté AVHP a été autorisé en 2017 et à date, c'est presque 300 projets fin 2023 qui ont été déposés au CSE. Déposés au CSE, hein, comme je l'ai répété, c'est bien ceux qui ont suivi l'instruction jusqu'à arriver au CSE. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plus d'idées qui étaient proposées, mais c'est ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du processus. 300 projets en termes de publications liées à des travaux sur l'EDS, que ça peut être intéressant de voir aussi les résultats. C'est presque 65 publications qui a eu lieu. Et généralement, les projets sur l'EDS, ils durent entre 22 mois et 36 mois environ. Ça, c'est pour des premiers éléments un petit peu de métrique. Concernant le financement, bah, au départ, il s'est surtout fait sur financement propre des EDS. Comme le disait Claude, il y a aujourd'hui des réflexions autour d'un financement pérenne des EDS, notamment en termes de structuration, d'intégration, de mise à jour, de maintenance, à travers notamment des grilles financières qui sont discutées au national. Mais aujourd'hui, ça reste véritablement un engagement des établissements. Et dans ce cadre-là, il y a quand même un gros coup de pouce qui a été donné par un appel à projet de renforcement et de structuration des EDS permis l'année dernière avec la BPI, sur lequel la PHP, à titre d'exemple, a sollicité 20 millions d'euros, va mettre de sa poche 10 millions d'euros, tandis que BPI va pouvoir rajouter 10 millions d'euros et ça va nous aider à structurer et à renforcer les données qui sont au sein de notre EDS. J'ai vu aussi une autre question concernant finalement l'amélioration par les ingénieurs du fonctionnement de l'EDS. Je vais peut-être donner un exemple pour que ça parle à tous, mais on a aujourd'hui toute une équipe qui, sur l'EDS, travaille à la pseudonymisation des données, à la capacité finalement de pouvoir enlever les traits identifiants et de pouvoir derrière mettre à disposition ces données de recherche qui viennent du soin, donc qui sont identifiantes notamment dans le de projets de recherche partagés. Et dans ce cadre-là, ces améliorations, c'est finalement des algorithmes, des scripts qu'ils font travailler, qu'ils déploient et sur lesquels la PHP est dans une politique d'open source. L'idée étant que tout ce qui est créé pour favoriser l'utilisation des EDS est ensuite mis à disposition de tous, notamment sur ces EDS, et fait l'objet à la fois de publications et de mise à disposition des autres pour structurer évidemment les autres EDS aussi nationaux. Merci. Il y a aussi une question, alors peut-être Quentin ou peut-être aussi Claude, hein, c'est est-ce qu'un espace projet, enfin redonner un petit peu consistance à ce qu'est l'espace projet, à quoi ça sert, etc. Parce que la question est est-ce qu'un espace projet est obligatoire au sein de l'EDS? Et peut-on extraire et renvoyer les données avec toutes les mesures de sécurité afférentes, bien sûr? Ce qui, moi, me fait repenser à un des webinaires qu'on a consacré un petit peu sur ce sujet, mais peut-être quelques mots dessus. Oui, le principe, c'est le principe de la minimisation des données pour utilisation pour la faire l'étude, et qu'est-ce qui a été décrit par Quentin. Donc l'idée, c'est de dire, au lieu de donner accès à la totalité de l'entrepôt pour que les gens traitent juste 3 ou 10 données, comme l'a indiqué Quentin, on va mettre les 10 données dans un espace fermé auquel seul le porteur de projet aura droit d'accéder et d'être additionné à l'intérieur de cet espace projet. Cet espace projet, il permet en réalité d'éviter que des gens aillent chercher des données au-delà de ce qu'ils ont demandé et ainsi respecter les engagements qu'on a. Alors, réglementaires, mais fondamentalement éthiques et fondamentalement avec le respect des droits du citoyen dans cette affaire-là, évidemment. Et donc, tout ça, c'est des mécanismes qui existent dans
à peu près chaque plateforme qui met à disposition des données de santé aujourd'hui, que ce soit à l'assurance maladie, à la CNAM, que ce soit à la plateforme de données de santé, que ce soit au centre d'accès sécurisé aux données, etc., etc. Tout cela, ils travaillent comme ça. Il y a une base, les données pour les utilisations d'études, pour le porteur du projet, sont limitées à celles qu'il a demandées et sont dans un espace projet fermé et auquel il y a seul lui accès. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. On met en visibilité sur le portail de transparence le projet de recherche qui est mené et on met en visibilité également les données qui sont disponibles sur l'EDS. Donc il n'y a pas d'espace pour que chaque patient aille vérifier si sa donnée elle y est. C'est donné au sein de l'EDS de la PHP et depuis notre autorisation de manière systématique dans l'ensemble des documents d'information. Il est remis le fait que les données du soin vont alimenter l'EDS et si une personne ne souhaite pas, elle peut alors se déclarer pour que, évidemment, ces données soient enlevées et ne soient pas réutilisées pour la recherche. Mais pour le patient, il n'a pas accès finalement à telle information sur la donnée, mais plutôt de manière globale, d'une part aux données qui sont disponibles dans l'EDS et d'autre part, projet par projet, à l'utilisation qui va être faite des données. Merci. Alors, il y a peut-être une question aussi qui t'est déjà posée la semaine dernière à laquelle on avait commencé à répondre. Si elle est reposée, c'est soit parce que c'est une personne différente ou qui n'avait pas assisté, ou alors peut-être parce qu'il y a besoin encore une fois de clarification. C'est le quid du CPP. C'est-à-dire que, alors j'ai plus la question en tête, je l'ai lu, donc je le fais de mémoire. Finalement, à quel moment ça passe ou non? Je crois qu'il y a cette confusion qui existe. Est-ce que l'un de vous veut y répondre? Je crois que la dernière fois, c'était toi, Arthur, qui avait requalifié un petit peu ce qui était le CPP en entrant à la distinction. Eh ben, on peut refaire un point effectivement. Alors c'est vrai que il y avait une question, je crois que dans la question ça demandait CPP ou il y avait même une question de la INSM. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver parce que finalement la recherche elle peut se faire à plein de niveaux différents. Quand c'est la recherche clinique qui va faire intervenir la personne humaine, etc. Au sens où on entend classiquement quand vous faites tester un nouveau médicament, par exemple, effectivement, c'est pas les mêmes règles ni scientifiques, ni éthiques, ni juridiques que les recherches qu'on va pouvoir faire avec les données de santé d'un entrepôt, comme on l'a vu là, en reprenant les dossiers médicaux, etc., puisque le risque pour le patient, il n'est pas du tout le même, évidemment. Et le cadre, de toute façon, est différent. Donc, il faut bien, ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs effectivement cadres dans ce qu'on appelle la recherche au sens global du terme, et que ce qui se passe dans les entrepôts de données de santé, c'est un cas à part. Et donc effectivement, on ne va pas parler du comité de protection des personnes, ni même de l'avis de comité éthique interne de l'hôpital, etc. Il y a une propre structure qui va se charger du coup dans le cas des entrepôts d'évaluer ces critères-là, sous aussi le prisme particulier de cet accès, partage des données de santé, qui n'est pas le même que l'inclusion dans un essai clinique, etc. Donc, pour bien prendre en compte les spécificités de cette utilisation des données de santé, on ne peut pas avoir du coup le même strictement mécanisme, en sachant qu'il peut y avoir des recoupements évidemment. Mais voilà, si ça peut peut-être repréciser, mais je vous laisse recompléter éventuellement pour rapporter d'autres précisions par rapport à ça. Bah, merci beaucoup. Écoutez, on arrive quasiment au bout de ce webinaire. Juste une petite chose, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions sur l'information, le consentement, le portail de transparence, comment on informe, donc je vois sur la réutilisation des données, etc. Sachez bien que ça va faire l'objet donc, du prochain webinaire. J'aurais bien aimé vous donner la date immédiate, je crois que c'est le 21 mai. Oui, c'est ça, je vous le confirme. Vous recevrez de toute façon le mail qui va bien pour pouvoir vous inscrire et on traitera en profondeur hein, de ce point-là. Donc, l'ensemble de vos questions seront adressées. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vos questions ne resteront pas sans réponse. Comme pour le premier programme SNDS historique, on a fait tout un travail dessus, on y a répondu et c'est en ligne. On va faire exactement la même chose pour ce programme sur les entrepôts de données de santé. Donc, on n'y répond pas tout de suite, on n'y répondra pas non plus la semaine prochaine, mais à la fin du programme, donc d'ici fin mai à peu près, vous aurez la réponse à l'ensemble de vos questions et merci donc de votre fidélité et de tous ces échanges qu'on peut avoir avec vous. Merci à ceux qui ont pu présenter à nos côtés cet autre module et rendez-vous donc en mai pour le module consentement et information. Merci tout le monde. Merci, bonne journée à tous. Bonne Merci, bonne journée. journée. Merci, bonne journée.